Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, merci pour votre disponibilité à la faveur de la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun du 15 au 18 avril 2026. Merci de recevoir l'équipe de PLC-TV ici à Mvolier. C'est un lieu mythique, un haut lieu de l'histoire de l'Église catholique au Cameroun. Ici à Mvolier, en effet, résonnent des noms tels que Monseigneur Henri Fitter, Monseigneur François Henneman, Monseigneur François-Xavier Vogt, Monseigneur René Graffin, Monseigneur Jean Zoa. Je vous ai cité déjà, je ne vais pas recommencer. Ces grandes figures que je viens d'évoquer, que représentent-elles dans l'histoire de Mvolier, en particulier dans l'histoire de l'Église catholique au Cameroun en général? Je vous remercie d'être venu jusqu'à Mvolier, le berceau de l'évangélisation de le Hinterland. En effet, je dois vous dire que cette année 2026 est une année de grâce. À travers le calendrier des événements qui nous attendent, nous pouvons dire que tout est grâce et rien n'est au hasard. Avant de répondre formellement à votre question, je voudrais créer un cadre qui va peut-être élucider tout ce que nous dirons. À votre convenance, Monseigneur. À savoir que 1901, les premiers missionnaires palotins arrivent en Mvolier. Ce qui fait exactement 125 ans, un anniversaire qui mérite d'être célébré. 1906 est inaugurée l'église que nous appelons aujourd'hui Saint-Esprit, ce qui fait exactement 120 ans, un anniversaire qui mérite d'être honoré. Dans ce cadre-là précis, nous allons fêter aussi 100 ans de l'Equan Maria, résultat de cette évangélisation active auprès des femmes. Nous allons fêter aussi 100 ans de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, signe des vocations missionnaires religieuses ici même en Mvolier. Et non loin de là, puisque tout a commencé en Mvolier aussi, le petit séminaire d'Akona qui va célébrer ses 100 ans. Et à côté de lui, l'église d'Akona, 100 ans également. Cela se parachève avec le fait que l'archidiocèse de Yaoundé, cette année, décalé d'une année, on pourrait dire atteint donc ses 70 ans, puisqu'il a été créé en 1955. On vient d'être à Douala et à Doumé, ce sont des diocèses d'un même âge, mais l'archidiocèse comme tel est né en 1955. Donc tous ces anniversaires donnent à vos questions une envergure particulière. Nous sommes dans une année de relecture et il se trouve providentiellement que au moment où nous nous apprêtons à vivre ces moments extrêmement historiques, le pape lui-même s'en vient. L'arrivée du Saint-Père à Yaoundé couronne donc d'une auréole de gloire tous ces passages missionnaires, toute cette croissance missionnaire, toute cette Église maintenant bien implémentée dans notre pays. Et plus que centenaire. Voilà, plus que centenaire, puisque les missionnaires sont là depuis 125 ans. Alors, mettons donc le curseur à 1901, comme vous l'avez souhaité. Voilà, 1901, c'est Fitter, avec ses compagnons, qui arrivent ici et qui commencent à faire un travail. C'était beau de dire que Charlatan Martin Tabi, je crois, élèves à Kribi, ont été les maîtres d'œuvre d'amener dans l'intérieur du pays ces missionnaires. Ils ont su présenter les choses telles que les missionnaires sont venus et ils ont été satisfaits. Mvolier est donc choisi par ces médiations locales, ces jeunes gens
qui vont faire en sorte que l'école de Kribi soit transférée aussi à Envolier. D'ailleurs, j'ai oublié qu'il fallait préciser aussi que l'école de Kribi, l'école de Envolier, fête aussi son centenaire dans le cadre de ces anniversaires-là. Ce qui fait dire que Monseigneur Fita, grand fondateur, homme extrêmement dynamique et courageux, je dois le féliciter, si je peux me permettre de le dire, c'est que quand vous arrivez à Kribi, vous êtes impressionné par ce qu'on peut appeler le cimetière des premiers missionnaires. Ils mouraient jeunes, très jeunes même. Quand vous arrivez à Marienberg, vous voyez le site extrêmement difficile. Alors Fita a fait tout ça et est arrivé ici comme pionnier à Yaoundé et s'est mis au travail avec une énergie extrêmement importante. Et on peut dire que dans sa vision et son travail missionnaire, il avait déjà vu tout le Cameroun à partir d'Envolier. Et nous pouvons dire que le rayonnement qui va suivre à partir de cette date a été bien planifié. On ira à Sindel, on ira à Boya, on ira un peu partout. Mais Envolier reste quand même, à ce sens, non pas à la berceau comme Marienberg, mais comme, on peut dire, le pôle stratégique, si on peut parler comme ça, le pôle de rayonnement missionnaire à partir d'ici. Et ça, il a tout mis en œuvre, les formations, les catéchistes bien formés, des écoles très dynamiques. Et on peut se souvenir encore de cette époque, on peut dire l'époque savante, où nos arrière-grands-pères avaient été initiés réellement à la culture, à la modernité chrétienne qui arrivait. Et ça, après Fita, évidemment, comme vous le savez, la guerre et tout cela, la guerre de 14, le corps allemand va se retirer. Et l'ingéniosité missionnaire de Rome trouve un Alsacien qui parle allemand et qui parle français et qui est français. Cela va donc faciliter les choses. Puisque les missionnaires avaient formé les catéchistes en langue allemande, il fallait donc un interlocuteur qui puisse communiquer avec eux. Et Monseigneur Vogt était vraiment la personne la mieux choisie. Il a donc su faire une transition tout à fait agréable et il a compris aussi l'intuition des premiers missionnaires allemands et il a emboîté le pas vers ce qu'on peut appeler l'indigénisation. Le mot n'existait pas à l'époque, mais en choisissant de créer un clergé camerounais, peut-être dans des conditions parfois très difficiles, il n'était pas toujours compris de tous, en mettant en œuvre une communauté religieuse camerounaise et en promouvant même des frères à l'époque. Il a fait d'Envolier le berceau vraiment de l'incarnation du christianisme dans notre pays. Quand nous pensons à Monseigneur Vogt, et j'ai eu l'opportunité de côtoyer ceux qui l'ont vraiment bien connu, comme l'abbé Martin Atana, qui était notre père spirituel au grand séminaire, il m'a été donné de savoir que Monseigneur Vogt a pu créer un lien de paternité dans le bon sens vis-à-vis des chrétiens qui étaient les siens, et même le jeune clergé de 1935. Donc, il restait comme un père, et le jour où il décédait, me disait le vieux Martin, me disait qu'il était là en train de prophétiser. Sur le lit de mort, il disait, le Seigneur n'a pas fait comme ça pour un autre peuple. Et ceux qui l'ont suivi lors de ces derniers moments ont vu un homme presque céleste qui quittait ce monde avec une grande satisfaction, une action de grâce réelle. Donc nous avons vu que les circulaires de Monseigneur Vogt font état
d'un programme d'évangélisation très systématique et très louable. Donc, nous apprécions énormément ce travail des Spiritains en continuité avec celui des Pallottins. Et nous pouvons dire que l'Église du Cameroun a eu une chance, c'est qu'elle a toujours bénéficié de la continuité. Et il n'y a pas eu de rupture dans les approches, mais il y a eu continuité et peut-être on peut dire amélioration, toujours dans le sens d'incarner, de faire en sorte que le christianisme atteigne les cultures locales et les féconde. Donc, quand nous parlons de Monseigneur Vogt, il faut aussi parler de son coadjuteur, devenu Monseigneur René Graffin. Voilà aussi encore une force de la nature, une force d'évangélisation. Aujourd'hui, on peut relire à tête reposée sa mission. Il y a eu beaucoup de débats, mais dans le fond, c'était un travailleur acharné. Il a donné de toute son énergie dans le grand diocèse de l'époque, le grand vicariat de l'époque, et nous lui devons la création et la consolidation de l'œuvre de l'évangélisation. Vous voyez donc, quand Monseigneur Jean-Zo arrive vers les années 60, là, il trouve une église florissante, une église bien implantée et qui a les moyens de pouvoir se prendre en main. On dit souvent que la situation matérielle n'était pas aisée, mais Monseigneur Zoa a rattrapé très vite et les missionnaires ont continué à croire à l'église. Donc, pendant longtemps, les Spiritains ont appuyé le travail missionnaire de Monseigneur Jean Zoa. Il a même fait revenir les Pallottins comme aux premières amours. Et depuis là, il a réussi cette reconstruction de l'histoire et de l'harmonie que les circonstances de l'époque avaient brisée. On peut dire aujourd'hui que notre Église est unie dans sa dynamique de croissance depuis sa naissance. Nos premiers missionnaires sont là, à nouveau, avec même des héritiers camerounais. Les missionnaires spiritains en ont fait autant. La maturité des congrégations, comme je viens de dire, les filles de Marie, nous sommes héritiers d'une église forte et qui, de mon point de vue, peut regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité et d'espérance. Je voudrais que l'on dise encore un mot sur Monseigneur Fitter. Où en est-on avec le processus d'inscription, je crois, pour la cause de ça? Oui, le dossier, on peut dire de la béatification de Monseigneur Fitter, a été ouvert et nous avons déjà des éléments qui méritent d'être considérés comme la base. Moi-même, je me suis rendu à Rome pour connaître le protocole. Et effectivement, l'année sainte, nous ayant un peu étranglés dans les activités, l'arrivée du Saint-Père étant aussi une grande préoccupation, mais nous pensons que le synode diocésain que je vais organiser permettra de poser donc des actes tels que le protocole l'exige. Parce que nous avions déjà beaucoup travaillé sur la documentation. Maintenant, il y a quand même une méthodologie qu'il faut suivre. Nous sommes optimistes parce que les critères de béatification qui sont aujourd'hui avancés, nous pensons que Monseigneur Fitter a largement atteint ces niveaux-là. Et je dois donc dire que si tout dépendait de moi, même le procès de Monseigneur Vogt serait aussi enclenché. Parce que les deux figures se ressemblent et se complètent et ont été des grandes figures chrétiennes qui méritent d'être connues
par la postérité. On peut donc résumer en disant que la conscience de le faire est déjà là, le matériau primaire a été rassemblé, maintenant il faut que la procédure, selon le protocole officiel, soit mise en route. J'ai été à Rome et j'ai ramené le document qui oriente cette démarche. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Une autre cause en attente de reconnaissance officielle, les 40 ans de ce que vous avez appelé les apparitions présumées de la Vierge Marie en Simalène. Ça avance aussi cette cause? Nous sommes dans les mêmes dispositions, c'est que le matériau primaire est rassemblé. Maintenant, il faut se soumettre à la rigidité du protocole. Et pour y arriver, je dois vous dire sérieusement qu'il faut d'abord des sessions de formation des acteurs. Moi qui suis évêque, je ne suis pas témoin, je suis juge. Alors, il ne faut pas que je confonde les rôles. Nous pensons donc que ce soit pour la béatification des deux grandes figures que je viens d'évoquer, que ce soit pour l'introduction de ce dossier, parce qu'un nouveau protocole est sorti à Rome qu'il faut bien respecter. Mais pour qu'on soit sérieux dans la démarche et qu'on ne tâtonne pas, nous pensons que après la célébration des 40 ans qui vont arriver là, nous pouvons effectivement lancer la session de former les acteurs tels qu'ils puissent parler le même langage avec les autorités qui vont apprécier notre apport dans ces dossiers. Mais cela, comme je dis toujours, cela relève d'un devoir de mémoire. Pourquoi militer pour la béatification? Pourquoi militer pour la reconnaissance des apparitions présumées de Simalène? C'est surtout pour donner un écho favorable à cette mémoire et pour certaines personnes une certaine crédibilité. Mais le fond reste, c'est que les grandes figures dont nous avons maintenant les biographies constituent pour nous un patrimoine spirituel et pastoral et ecclésial important. Cela ne change rien à leur valeur intrinsèque. En Simalène, les témoignages sont si importants que je dis aux fidèles, mais vous y croyez, allez-y. Vous y croyez, allez-y. Jésus ne disait-il pas, va, ta foi t'a sauvé. Donc, n'attendez pas une reconnaissance. Lourdes a eu 50 ans avant d'être pointé du doigt. Donc, nous sommes dans une perspective où on se dit, ce que vous vivez, expérimentez, ce que votre relation spirituelle avec ces événements vous fait vivre, allez-y, c'est votre moment. Peut-être que vous ne verrez pas le jour de la reconnaissance, mais vous aurez vécu les grâces qui en découlent. Monseigneur l'archevêque, vous en aviez déjà dit un mot. Parmi les autochtones qui ont accueilli les premiers missionnaires par le temps pour la plupart sur leur terre de Mvolier, lequel de ces autochtones retient-il particulièrement votre attention dans le processus d'implantation, d'édification de l'Église catholique au Cameroun, et particulièrement ici à Mvolier? Nous pouvons dire que la belle et grande figure, c'est Charles Atangna. Et puis, pourquoi est-ce que Charles Atangna devient si important avec Martin Tabi? C'est parce que, comme je l'ai dit, ils étaient allés à l'école à Kribi. C'est là que, admirant le travail que les missionnaires faisaient, ils ont réussi à leur dire, vous pouvez venir chez nous, vous serez bien accueillis. C'est là le grand tournant. Et ils vont réussir le coup. Les pères vont arriver ici et eux, porte-parole d'une jeunesse ouverte à la modernité, ils vont pouvoir convaincre les Mvong, les Mvoratemge, les Mbumulung à céder cette colline à ces missionnaires. Et c'est ici que tout est parti.
Donc nous avons là aussi un devoir de mémoire pour ce grand chef devenu un peu comme le roi. Oui. Et nous avons un devoir de reconnaissance et de gratitude à tous les peuples qu'ils ont pu rassembler et qui ont fait que les missionnaires trouvent ici une terre fructueuse. Nous pensons que là aussi, on doit pouvoir faire des investigations pour que ces personnes soient appréciées dans leur rôle décisif des pionniers d'une église qui aujourd'hui prospère dans tout le Cameroun. Cela, les historiens ont commencé à le faire. Et il y a déjà un bon matériau considérable, mais j'estime qu'en ce moment, on devrait pouvoir joindre une certaine unanimité pour célébrer ces figures. Des anniversaires sont passés récemment, un peu trop rapidement. Mais nous voulons lancer l'appel à tous les chrétiens et particulièrement à tous les natifs de cet environnement de Mvolié, que nous avons là un trésor qui nous dépasse et qui nous impose d'en être responsables et d'en assurer la promotion. Si je peux le dire, pour ma part, je suis vraiment disposé à ce que ces fondateurs, ces pionniers de départ retrouvent la reconnaissance de l'Église et de la société. Alors, Mvolié est ainsi devenu, comme annoncé, la colline de la piété. Plus de 100 ans après, on a dit 125 ans, où peut-on prier à Mvolié? Mvolié est, sans orgueil, la Sainte Colline. Vous voyez, Mvolié, c'est un peu comme si tu montais à Jérusalem. Le fait de venir de plus bas et de gravir cette colline pour atteindre au sommet le lieu de prière est tout un pèlerinage. Et quand je vois les gens venir à la messe ici, j'espère qu'ils comprennent que chaque fois c'est un pèlerinage, avec les grâces qui en découlent. Donc en Mvolié, nous avons pratiquement un circuit spirituel très riche. Depuis le bas, avec le Golgotha, et plus haut avec le Sacré-Cœur. Et alors arrive la majesté même de la basilique, qui est déjà un haut niveau de spiritualité. Et nous avons à côté les ancêtres. Les Africains qui ont la passion des ancêtres. Je leur dis toujours, mais nous pouvons déjà nous dire que nous avons de grands ancêtres dans la foi. Monseigneur Zoa avait fait un geste très symbolique. Il est venu, il a demandé à se faire enterrer au cimetière comme Monseigneur François Xavier-Vort, comme Monseigneur Fita. Oui, ça c'est un haut lieu de prière. Ailleurs, ça devrait drainer chaque fois des pèlerins qui viennent voir qui sont leurs ancêtres dans la foi. La tombe de Monseigneur Fita est éloquente là-dessus. Bon, quand vous venez à Mvolié, vous avez donc presque l'embarras du choix au sommet de la colline. Il y a une petite église de 1906, construite par Fita, qui vous accueille et qui est encore à l'état initial où on peut se recueillir. Elle est dédiée au Saint-Esprit. La basilique, c'est Marie Reine des Apôtres, dont la patronne du Cameroun. Et derrière, vous trouverez un centre de spiritualité, Jean 23, où tout au long de l'année, les gens se recueillent, les gens se retirent, les gens prient. C'est silencieux et c'est très bienfaisant. Et la grotte mariale, cette grotte mariale a une très belle histoire parce que il faut la situer des années 1954, avec l'année mariale qui a fait beaucoup parler d'elle avec Monseigneur Graffin. Donc, quand on est dedans, on est aussi en lien avec une histoire de la foi qui est très féconde. Bon, maintenant, tous les versants de la colline sont habités par des communautés qui prient jour et nuit.
je veux honorer la conférence épiscopale, je vais honorer les religieuses qui gravitent, je veux honorer les établissements scolaires, je veux aussi honorer l'évêché où je suis, et plus bas, le collège Vort, les frères, les sœurs. Vraiment, je peux dire que la vocation missionnaire de Mvolier a été respectée. Et tout ce que nous faisons en Mvolier, que ce soit au niveau de la spiritualité, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de l'éducation ou de la santé, concourt à perpétuer les bases que Fita, Vogt, Monseigneur Jean Zoa ont mises en route pour que cette colline garde sa vocation primaire et son originalité. Monseigneur, pour toute la charge historique qu'il porte, Mvolier avait été retenu pour abriter la messe de célébration du centenaire de l'Église au Cameroun. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et puis, tout récemment, tout un pape a gravi la montagne de Mvolier, a célébré les vêpres en la basilique Marie-Reine des Apôtres. J'espère que je ne me trompe pas, il s'agit du pape Benoît XVI. Alors, que reste-t-il de ce grand moment de commémoration et de célébration? Nous pensons que Mvolier est devenu une place emblématique. Je suis allé une fois en pèlerinage en Israël et j'avais en tête le Nouveau Testament. Et quand j'y arrive, je découvre que les dates du Nouveau Testament sont les plus récentes, qu'il y a encore une mémoire plus ancienne qui vous emporte à des millénaires. Alors je crois que c'est ce qui arrive maintenant en Mvolier. Quand vous venez en Mvolier, il y a des dates récentes, des anniversaires récents qui peuvent vous intéresser. Mais il y a plus que ça. Il y a d'autres anniversaires plus anciens et qui peuvent aussi être très éloquents pour quelqu'un qui veut comprendre le mystère de cette colline. Pour ma part, avec les 125 ans que nous atteignons cette année, il est normal qu'on puisse immortaliser les séquences, les grandes séquences. Et ça, c'est le travail que nous voulons imposer à nos historiens en disant, toi, spécialiste, toi, de Fita. Il y en a déjà qui ont fait des thèses de doctorat sur Fita. Toi, c'est Vogt. Toi, c'est Monseigneur Zoa. Toi. Vous voyez, si nous avons cette vision séquentielle, ça nous permettrait donc de maîtriser les mémoires. Parce que vous dites là, vous voyez, le centenaire, le pape est venu ici, et parfois même, on ne célèbre pas le passage du pape. Ça, vous avez raison de poser la question, on devrait avoir aujourd'hui un calendrier liturgique propre à Mvolier, où les dates emblématiques sont retenues. Je crois qu'on va y veiller. Pour cette fois-ci encore, le pape est annoncé en Mvolier à la conférence épiscopale. C'est toujours la Sainte Colline. Donc, cela mérite que nous, locataires ou résidents, nous puissions dire, quand tu rentres en Mvolier, il y a des dates où tu dois t'arrêter pour dire merci à Dieu, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Je crois, dernièrement, on était en pèlerinage au mois de mars pour Monseigneur François-Xavier Vogt. Nous étions aussi pour aller pour Monseigneur Jean Zoa. Vous voyez, j'ai été touché de la spontanéité des fidèles, sans qu'une circulaire ait invité les gens à ces rassemblements. Ils sont venus se recueillir parce qu'ils n'ont pas perdu la mémoire de leurs prédécesseurs, Monseigneur Jean Zoa et Monseigneur François-Xavier Vogt et Fita aussi. C'est une très bonne idée d'avoir un calendrier propre en Mvolier pour garder vive cette mémoire. Monseigneur l'archevêque, nous n'avons fait que ça depuis le début de l'entretien, parler dans la langue de Mvolier. C'est une expression qui fait florès, particulièrement au Cameroun. Ce rapprochement reste donc
quelque chose qui identifie également Mvolié. Parler dans la langue de Mvolié, qu'est-ce que ça dit? Ça retrouve l'histoire de l'école. Les deux protagonistes que nous avons évoqués tout à l'heure, Charlatan et Martin Tabi, écoliers à Kribi, découvrent un monde nouveau et sont séduits par ce monde. Et on raconte que quand ils sont donc revenus avec, en plus, les missionnaires, il fallait convaincre les parents qu'il y a une nouvelle vie qui s'annonce, qui est agréable, une modernité. Et c'est là où ils convainquent une certaine jeunesse qui décide de se mettre à l'école. L'école, à l'époque, avait la langue allemande, et plus tard, la langue française devient donc, pour ainsi dire, une modernité qui s'impose à notre pays. Et en plus, l'histoire coloniale va pouvoir y contribuer. Mvolié est donc dans la région le lieu où les nouveaux missionnaires habitent, les Blancs, et où il y a des Camerounais de cette époque qui font l'école et qui parlent cette langue nouvelle que le peuple ne connaît pas. Alors, on peut donc distinguer désormais deux jeunesses, celle du village qui parle le village et celle de Mvolié qui parle le Mvolié. Et c'est très beau de voir que nos gens ont vite capté la nouveauté de l'apport de cette nouvelle culture. Et cela va s'intensifier parce que quand l'administration arrive avec ses atouts, sa force de développement économique, Mvolié va être le creuset, va être la pépinière où l'administration vient chercher son nouveau personnel qui dialogue de façon directe avec les nouveaux maîtres des lieux. C'est très important que la langue de Mvolié soit devenue signe de la modernité culturelle que on peut dire la colonisation nous a apporté. Et aujourd'hui, évidemment, tout cela est devenu relatif, mais l'expression est restée. Quand je vais chez moi, je dis, je parle d'abord en langue, Minavuma, Mizuma, mais Tarsonebeyong, Mekarboa, Ankwab Mvolié. Et mamie a bien dit, moi. J'introduis cela, et alors je parle français, et tout le monde comprend que c'est une manière de communiquer en français d'une part, et plus tard en langue locale. La colline du savoir, Mvolié, je voudrais que l'on approfondisse, que l'on explore un tout petit peu en profondeur cet autre champ d'apostolat, l'éducation, l'école missionnaire sur la colline de Mvolié. Il paraît que la colline offre désormais un cursus complet de la maternelle jusqu'à l'université. Vraiment, en vous écoutant, le sentiment qui m'habite, c'est l'action de grâce. Nous sommes effectivement une colline qui a l'aptitude de donner à la nation tous les niveaux du cursus scolaire national. Commencer avec les maternelles, avec la prospérité des grandes écoles primaires, Mvolié s'est doté de collèges. Sur Mvolié, nous pouvons dire qu'il y a au moins 4 établissements secondaires dont les résultats sont les plus appréciés dans le pays. Mais il manquait un niveau parce qu'on s'est posé la question, que deviennent nos bacheliers? Est-ce que c'est responsable ou irresponsable de notre part de ne pas nous intéresser à leur suite? Alors cette question nous a vraiment préoccupés en disant, faisons tout comme dans des grandes cités, qu'il y ait une éducation Mvolié qui amène à bon port ses enfants
jusqu'au terme où ils sont prêts à entrer dans la vie professionnelle. Et c'est ce qui nous a valu de créer cet institut supérieur professionnel selon les normes de notre ministère de l'enseignement supérieur. Et on peut dire qu'aujourd'hui, oui, en volier, vous partez avec un Master 2 et avec des facilités même de continuer à l'UQAC, non loin d'ici, en doctorat. Et cet ensemble est devenu très harmonieux et nous en sommes vraiment fiers. Et les parents continuent à nous faire confiance. Je crois que cela appelle en ce centenaire de l'école catholique en Volier une espèce de mise en commun des visions. Nous avons une petite faiblesse, c'est les anciens de nos écoles. À la différence du monde anglo-saxon, les nôtres tardent à former cette élite qui, comme en reconnaissance des enseignements et des formations reçues, reviennent soutenir la maison mère. Et nous voulons vraiment leur lancer un appel en disant, voyez ce que Volier est devenu, vous y êtes passé, revenez donc en tant que fils et fille de Volier, booster cette continuité que l'Église s'efforce de maintenir. Quel type d'homme forme-t-on ici en Volier à travers les établissements scolaires, primaires, secondaires et universitaires? L'Église catholique en particulier a une option, formation intégrale. C'est un grand concept, mais il faut bien qu'on puisse l'analyser un tout petit peu. Vous voyez, quand un enfant sort de sa famille en maternelle, il est tout petit, il connaît à peine ses parents, et le monde, il ne le connaît pas. Les maternelles le prennent en main, et nous disons, attention, il ne vient pas pour les savoirs savants seulement. Il vient apprendre le savoir-vivre et le savoir-être, et peut-être le savoir-créer aussi. Donc, ces préoccupations doivent animer les pédagogues dès la maternelle, de telle manière qu'en évoluant entre nos mains, ces jeunes auront une vision élargie et ne vont pas se réduire à l'examen du diplôme qu'ils auront reçu. Et pour donner de la force à cela, la spiritualité est comme un soubassement que nous essayons de promouvoir. Hier, en méditant la résurrection, j'ai proposé aux fidèles un concept, le leadership chrétien. Et c'est vrai qu'en revisitant la vie de Jésus, on voit que c'était un leader. En fait, on dit le premier, né d'entre les morts. C'est un peu ça mon rêve. Que la conscience chrétienne qui nous habite nous amène à comprendre que nous sommes des héritiers d'un grand leader et qui veut que nous soyons leaders. Parce que les premiers apôtres, qui n'étaient peut-être que des gens ordinaires, ils sont devenus des leaders dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, leurs noms sont connus. Le christianisme a quelque chose dans ce sens. Il vous envoie au-devant de la scène pour annoncer, pour convertir, pour faire valoir, pour faire croître. Voilà ce que je pense que l'école catholique doit pouvoir être pour nous, que les savoirs multiples reçus participent à la formation des leaders de famille, de société, d'entreprise, parce que Jésus a été un leadership mémorable dont le couronnement fut la résurrection, mais bien au-delà, le monde aujourd'hui peut dire, si tu veux faire du management qui réussit, va lire l'Évangile. Parce que la preuve est que, jusqu'à aujourd'hui, cette matière première continue à fleurir. Voilà un peu la vision que nous avons.
Je rappelle à l'intention des téléspectateurs que le leadership chrétien était le thème de l'homélie de Monseigneur l'archevêque Jean Mbarga à l'occasion des fêtes pascales le 5 avril 2026 à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Nous sommes arrivés pratiquement à la crête de notre entretien, la crête de la colline de Mvolier aussi. Alors si on mettait sur les deux plateaux de la balance, d'un côté l'éducation, de l'autre côté le savoir, de quel côté pèserait cette balance? J'ai une petite insatisfaction encore. J'aimerais avoir un hôpital à Mvolier pour couronner le tout, pour être fidèle à la mémoire. On a développé les écoles comme jamais ça a été fait. Nous avons développé la spiritualité et je crois qu'on n'a pas assez développé la santé. Certes, il y a un fleuron de quelque chose dans ce sens, mais il nous faut faire quelque chose en Mvolier sur le plan de la santé pour que nous maintenions les 3 points qui étaient école, santé et spiritualité. Voilà. Donc là, je dirais que ce que je souhaite en matière de spiritualité en Mvolier, c'est que la foi devienne un langage maîtrisé. Ce que j'entends par là, c'est que croire en Afrique aujourd'hui devient un très grand défi. Mais quand nous combinons la rationalité dans l'école, la foi et la santé, qui sont des secteurs sensibles où la foi perd de son équilibre, je dis qu'ici à Mvolier, on doit avoir une pertinence, je crois, et je sais de quoi il s'agit. Je suis un corps humain et je sais ce que c'est que la santé du corps humain dans la réalité physique, biologique et autres. Une approche rigoureuse. Et puis l'école, je sais ce que c'est que l'école dans l'objectif que nous nous donnons, que l'école serve à la dignité de l'homme et ne soit pas une forme d'aliénation, mais plutôt de valorisation de la culture et des aptitudes d'un peuple, parce que l'école n'a pas un modèle prototype quelque part. C'est la décision d'un peuple de transmettre de façon organisée et systématique ses savoirs, ses connaissances, sa culture. C'est ça l'école. C'est pour cela qu'une école doit être différente d'un pays à l'autre, parce que les réalités sont variées. Mais nous voyons aujourd'hui, et je voudrais dire cela, j'ai ouvert ici en Mvolier une école d'ingénieurs high-tech. Quel est mon souci? Mon souci, c'est que tout ce que vous voyez dans les télévisions aujourd'hui montre que la science scientifique est devenue une force terrible. Même dans des préoccupations militaires, on voit que ce n'est plus la force physique qui joue, c'est vraiment le brain et la technologie de haut niveau. Mais nous avons besoin de ça au Cameroun en ce moment pour éviter l'évasion des intellectuels vers d'autres cieux. Et nous avons besoin des lieux qui valorisent cette ingéniosité qui est propre à la jeunesse camerounaise. Et Mvolier veut être engagé dans cette dynamique, même de façon embryonnaire, mais symboliquement. On se dit en Mvolier, tiens, on peut faire des formations professionnelles administratives, on peut faire des formations professionnelles technologiques, on peut peut-être demain faire d'autres formations. Nous le faisons dans un cadre d'héritier, de comportement, mais nous voulons que cela s'amplifie, comme l'évangélisation l'a faite autrefois, que cela s'amplifie
afin que nous puissions être comme le moteur qui incite à aller toujours plus haut, toujours plus loin et à voir toujours plus grand. Alors nous retenons école, santé, spiritualité. Un peu mensana, incorporer sana. Voilà, c'est-à-dire foi et rationalité, rationalité et santé et culture. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin d'être critique vis-à-vis d'elle-même. Je ne veux pas m'allonger là-dessus. Je dis, j'insiste pour que, au moment où nous pensons qu'il faut retourner à nos ancestralités, avec raison, mais que ce ne soit pas dans l'obscurantisme intellectuel. Nous devons comprendre que la maladie, qui est un lieu anthropologique sensible, doit être aussi traitée avec la plus grande rationalité qu'il faut, autant que les croyances peuvent aussi être associées à une lecture de ces phénomènes. Nous pouvons dire, je crois au miracle, je prie beaucoup, mais ma prière ne me rend pas un culte à la rationalité. Je sais que Dieu est le premier rationnel. Donc, j'associe cette harmonie où j'évite de dramatiser les phénomènes de la foi qui deviennent des religiosités pas toujours très bien contenues. Je veux donc dire que l'école envolée a donc ce rôle-là. Permettre que la culture africaine, au moins dans le site où nous sommes, soit émergente dans la modernité internationale et la mondialisation, mais en même temps justifie les choix spirituels que nous faisons avec des arguments qui convainquent et qui sont missionnaires de par le monde. Voilà comment je souhaite que notre volier devienne la colline sainte, la colline savante et la colline saine. Colline sainte, colline savante, colline saine. Voilà. C'est retenu. Parole de prélat. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, Père CTV, vous remercie pour votre disponibilité. C'était une joie de pouvoir rencontrer votre staff et je voudrais, en votre endroit, dire une reconnaissance pour tout ce que vous faites depuis que le voyage apostolique du Saint-Père a été annoncé. Nous sommes sensibles à la médiatisation de l'événement avec des hautes factures, comme votre outil vous le permet. Nous comptons sur vous encore pour une hyper-médiatisation de cette arrivée du pape chez nous. Le message est passé. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour votre disponibilité, pour votre assiduité à regarder Père CTV. À très bientôt.